Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes mes cobayes, parce que là, je sors un bouquin sur le mal-travail, le choix des élites, et cette semaine, j'ai une petite tournée à faire. France Inter, Quotidien, Les Grandes Gueules. Ça patine. Je fais Ma France, je fais Quotidien, je fais France Inter, je fais Les Grandes Gueules, et donc je me rôde avec vous, là, dans notre petit labo, pour dire quoi? D'abord, comment je recommence à zéro. D'abord, comment naît ce bouquin? Il naît pendant la Alors, d'abord, parce que je fais le tournée des... Oh là là, heureusement que je n'étais pas comme ça à TF1. Hein. C'est que ça, c'est ce que je dis. Je peux commencer par du Macron, peut-être. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent. Tu vois, c'était la promesse du président de la République et sa première ministre, Elisabeth Borne, elle racontait la même chose au même moment. Il y aurait un nouveau pacte de la vie au travail parce que c'était tellement fort, tellement puissant dans le pays que quand on allait dans les ronds-points, quand on allait dans les manifs, comme l'ont fait Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ce qu'on entendait, c'était pas seulement non aux 2 ans de plus, mais c'était aussi un mal-être au travail, le sentiment de mal faire son travail, d'être empêché dans son travail, que même là-haut, c'est remonté. C'était aussi une manière de faire dévier le problème en disant « Bon, on vous passe la retraite, mais vous verrez, derrière, on va bien vous soigner. » Bon, derrière, il n'y a rien eu, on s'attendait à rien, mais moi, j'ai saisi les balles au bon en ce moment-là, parce qu'en effet, ce que j'entendais, c'était ça. J'entendais chez les caristes, je l'entendais chez les hospitaliers, je l'entendais chez les ouvriers de chez Valeo, je l'entendais même chez ceux qui refont les cimetières militaires, qui nettoient, parce que dans la Somme, il y a beaucoup de cimetières militaires, forcément, puisque le monde entier est venu se battre chez nous pendant la guerre 14-18, et donc il y a des gens, des jardiniers qui nettoient les cimetières, et chez tous, on entendait ça. C'était quoi? On aime bien notre travail, mais on n'aime pas comment on nous fait faire notre travail. Et avec cette autre phrase aussi, on ne respire plus. On ne respire plus parce que c'est le cariste. Pour moi, c'est des témoignages, de longs témoignages que je retrace, mais qui passent de 100 colis l'heure à 350 colis avec le casque sur les oreilles qui fait OK comme ça en permanence. C'est l'auxiliaire de vie dont le temps est mesuré avec le téléphone portable quand elle rentre et quand elle sort. C'est l'ouvrier de l'industrie aéronautique qui auparavant avait ses outils à aller chercher sur un atelier et maintenant on a voulu faciliter son travail, donc on a les outils qui pendent avec des trucs de magnétique au-dessus de lui, mais résultat, les cadences, elles sont renforcées et donc ça donne on ne respire plus. C'est-à-dire que le travail, ça c'est vachement important à comprendre, le travail qui pour moi devrait être une espèce de brasse coulée. On fait une tâche, on respire, c'est-à-dire respirer, c'est avoir un échange avec un collègue, tu as vu qui a gagné le match de foot d'hier, bon voilà, aller boire un café, bon on fait une tâche, on respire. Là maintenant c'est devenir, on fait une tâche, de la brasse coulée, on est passé à l'apnée, on se noie, on ne respire plus. Et avec un symptôme qui en fait est le début de mon enquête, parce que c'est une enquête dans le mal-travail, les gens qui me disent, chez nous, dans notre boîte, parmi nos collègues, il y a de plus en plus d'inaptitude. J'ai des gens qui vont voir le médecin du travail, qui les met en inaptitude et ils sont licenciés 2, 3 par mois. On me dit, bon. Et donc ça m'apparaît comme une épidémie. Je ne sais pas si c'est juste à Amiens, si c'est un espèce de délire des salariés, si les syndicats me racontent n'importe quoi. Ça pourrait être ça. Donc là, je réunis des tables rondes avec des contrôleurs du travail, avec des syndicats, avec des gens dans les supermarchés, un peu tout comme ça, et tous me disent ça. Donc c'est pour ça qu'à l'automne, je vous raconte comment ça se passe, on reçoit un petit tableau par Telegram, donc il y a une messagerie, et il y a un document Excel, et on nous demande si on veut se positionner sur tel ou tel texte de loi, et dedans, il y a le rapport accident du travail, maladie professionnelle, il n'y a pas de nom en face, je dis bon allez, je vais le prendre, et puis on verra bien. Pourquoi? Parce que j'ai cette question des inaptitudes dans la tête, et je veux creuser juste cette question des inaptitudes, juste ça, tu vois, juste avoir un éclairage là-dessus. Bon, après, ça nous amène sur des tas d'autres trucs, sur les maladies professionnelles, sur les cancers, sur les accidents du travail, mais mon point d'entrée, ce sont les inaptitudes. Et qu'est-ce qu'on découvre? Alors, on découvre d'abord qu'il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres publics. Il n'y a presque pas d'enquête là-dessus. Donc, il faut faire des espèces de collections de chiffres
entre ce qui se passe en Occitanie multiplié par un certain nombre de machins pour avoir des estimations, 200 000 inaptitudes par an. Bon, finalement, on a des échanges épistolaires avec, tu vois, il n'y a pas que Raphaël Glucksmann avec qui j'ai des échanges épistolaires avec le ministère du Travail, et qui nous dit, en 2022, 101 192 inscriptions à Pôle emploi pour inaptitude. Ça veut dire des gens qui sont broyés au psychique ou au physique, qui sont en inaptitude, qui n'arrivent plus à faire leur boulot, qui sont virés et qui s'inscrivent à Pôle emploi à cause de ça. Plus de 100 000, 101 192 en 2022. Il faut s'imaginer que c'est le plus grand des plans sociaux. Le chiffre là, il me paraît hallucinant. C'est comme si toute la population de ma ville, d'Amiens, était licenciée d'un seul coup. C'est comme si toute la construction automobile, Renault, Peugeot et compagnie, licenciait tout le monde d'un seul coup. Plus de 100 000. Et tout ça dans le silence, tout ça dans l'indifférence. Même mieux, le gouvernement, il me dit là, pas de hausse. Il n'y a pas de hausse. Il minore le truc. Finalement, il n'y a pas de hausse, c'est pas si important. Or, c'est pas vrai. En 10 ans, en 2012, il y avait 43 000 inaptitudes. Inscription à Pôle emploi pour inaptitude. C'est plus 134%. Ça double, ça triple presque. Et ils te disent pas de hausse. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire une complicité. La complicité du gouvernement sur le mal-travail. Pourquoi? Parce que s'ils viennent te dire il n'y a pas de hausse, c'est pas si grave, il n'y a pas de problème, comment tu veux qu'on résolve le problème? On te parle de 100 000 personnes à qui le travail fait mal, à qui le mal-travail fait très mal. Et eux, ils te disent, non, finalement, il n'y a pas de hausse, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si, là, il y a un énorme problème, mais que le pouvoir politique ne veut pas voir. 100 000 personnes par an, qui sont licenciées pour inaptitude, c'est quelque part le sommet d'une gigantesque montagne du mal-travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait deviner par intuition, ces 40 dernières années, malgré 40 ans d'informatique, de numérique, d'électronique, le travail, il ne s'est pas allégé. Le travail pour les gens, c'est pas juste envoyer des mails paisiblement à distance, tu vois. Il s'est renforcé, alourdi, durci. En 1984, parce qu'on a des études comme ça dans la durée, donc il y a 40 ans, il y avait 12% des salariés qui subissaient une triple contrainte physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se baisser régulièrement, ça veut dire porter des charges lourdes, ça veut dire faire des kilomètres et des kilomètres. C'était 12%. Tout ça ne s'est pas allégé, c'est devenu 35%. Ça a presque triplé. En vérité, on a plus de 60% chez les ouvriers. Mais sur la triple contrainte psychique, c'est-à-dire remplir une tâche dans l'heure, devoir faire plusieurs choses en même temps, on est passé de 6% à 36%. Et de la même manière, ça pèse davantage sur les employés et ouvriers, même si ça pèse aussi sur les cadres. Bon, donc on a un travail qui s'est alourdi. On a un travail qui est plus dur, ça se voit sur l'anxiété par exemple, sur le stress, qui est beaucoup plus dur en France qu'ailleurs en Europe, avec plus d'accidents du travail, plus de maladies professionnelles, plus de morts au travail aussi. Et sur cette montagne colossale, un grand silence de nos dirigeants politiques, économiques. Pourquoi? Parce que il ne faut pas voir le mal-travail comme une fatalité. C'est un choix. C'est un choix de nos élites. C'est un choix qu'ils ont opéré depuis plus de 40 ans. Pourquoi? Parce que depuis des décennies maintenant, ils ne considèrent pas que le travail est un atout à valoriser, mais c'est traité comme un coût à diminuer, à écraser. Et avec finalement une main-d'œuvre qui est une espèce de matière première qu'on peut user et jeter. Voilà le choix de nos dirigeants politiques et économiques. Alors évidemment, ils ne te le disent jamais comme ça. En permanence, ils font du blabla, valeur travail, des grands discours. Autant ils valorisent dans les mots ce qu'ils écrasent dans les faits. Comment ils l'écrasent dans les faits? Par une série de choix. Alors la première chose, évidemment, c'est sur les salaires. Sous-payés, mal payés. Bon, avec là... Je le dis, ce n'est pas le sujet du livre, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de le mentionner. Il faut comprendre que Emmanuel Macron et son gouvernement ont saisi l'inflation comme une opportunité. C'est une chance pour eux. Dès 2017, ils veulent baisser le coût du travail. Et pour la première fois, on a un frémissement et le coût du travail réel, c'est-à-dire quand on enlève l'inflation, ça diminue.
dès l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, dès sa première année. Après, ça remonte parce qu'on a la crise des Gilets jaunes qui gratte un peu de pouvoir d'achat. On a surtout le Covid qui fait que, oui, comme il y a peu de productivité dans le pays, ça grimpe d'un seul coup. Et là, l'inflation, ça plonge. On est à moins 6% de salaire réel depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Ce n'est pas le sujet du livre, mais il faut bien comprendre que ce qui se passe avec la baisse du salaire réel, ce n'est pas juste pas de chance, c'est une volonté politique. Et il en est de même sur le mal-travail. Quels sont les choix opérés par les élites depuis 40 ans là-dessus? Ce sont, les délocalisations. C'est-à-dire on va chercher du mal-travail, y compris du travail des enfants, sous-payé, avec des horaires impossibles à l'autre bout du monde. Et évidemment, ce mal-travail à l'autre bout du monde, il a une pression, il y a comme un retour de bâton qui se fait sur les salariés ici. Ça va être quoi? Ça va être la sous-traitance, qui est de la maltraitance. Quand on avait des vigiles, quand on avait des agents d'accueil, quand on avait des femmes de ménage qui étaient à l'intérieur de l'entreprise, eh ben, elles bénéficiaient du 13e mois, du comité d'entreprise, comme tous les autres salariés. À partir du moment où on les a externalisés, bon, ça devient des temps partiels, sous-payés, sans 13e mois, sans garantie qui pouvait être celle de la grosse boîte et du donneur d'ordre. Troisième point, c'est la précarité, ou dit autrement, ce sont les métiers qui, hier, avaient un statut et un revenu qu'on transforme en bout de boulot. Alors là, c'est le triplement des CDD et de l'intérim, mais c'est aussi la grande transformation du marché de l'emploi sous Macron, ce sont les contrats d'auto-entrepreneurs. Avec tout ça, il faut comprendre qu'il y a un rapport au temps qui est essentiel. Parce que quand on embauche quelqu'un en intérim, quand j'ai commencé à être reporter, moi, il y a une vingtaine d'années, on était obligé de lui payer sa journée. Après, on a été obligé de lui payer sa demi-journée. Maintenant, on lui paye juste 1 heure si on l'embauche pour décharger un camion, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne paye plus que le temps de travail qui est le plus immédiatement productif. C'est un gros enjeu pour le patronat ou pour l'entreprise que de ne plus payer que le temps de travail immédiatement productif. Et évidemment, l'auto-entrepreneuriat qui se paye à la tâche et non pas au temps, c'est la meilleure manière de payer seulement le temps de travail le plus productif. Et dernier point qui a trait toujours au temps, ce sont les cadences. On le voit par exemple quand on interroge des gens à l'hôpital, une infirmière qui explique comment maintenant on lui demande de faire des actes, c'est-à-dire des piqûres, mais qu'en revanche, ce qu'on met autour de ça, c'est-à-dire discuter avec une personne âgée, s'asseoir sur son lit, lui prendre la main, et on n'a plus le temps de ça, on sort de la chambre en reculant pour ne pas avoir à engager ce dialogue, et quelque part, ça fait mal. Ça fait mal évidemment à la personne âgée, mais ça fait mal à la salariée aussi, ça fait mal à l'infirmière qui s'est dit qu'elle est entrée dans le soin pour soigner de l'humain et pas juste pour avoir des gestes techniques répétés les uns après les autres. C'est-à-dire que les métiers, ils deviennent déchargés de leur chair, déchargés de leur gras, on dégraisse tous les mammouths et il ne reste plus que le squelette et quelque part ça pèse sur les corps, ça pèse sur les os des salariés. Très concrètement, ça fait du mal de dos, ça fait tout ça. Et d'ailleurs, quand on parle de lean management, tu vois, mettre des mots anglais, des fois, c'est une manière d'euphémiser la violence des concepts. Lean, ça veut dire maigre. Et donc, il s'agit d'amaigrir. Il s'agit de ne plus garder que le squelette, d'évacuer la chair, d'évacuer le gras, d'évacuer tout ce qu'il peut y avoir autour des actes, autour de la technique. Et le travail, c'est pas que de la technique. Le travail, c'est discuter avec les autres, faire partie d'un collectif. D'ailleurs, ce truc de mal-travail, allez, confidence, je le repique à un ministre de droite du travail, Xavier Bertrand, qui avait dit qu'il y avait du mal-travail et que même ça avait un coût pour la société aux alentours de 3 à 4% du PIB, c'est-à-dire des centaines de milliards d'euros, tu vois. Et de fait, ça a un coût aujourd'hui, ce mal-travail. Ça a un coût évidemment humain. Ça a un coût pour la sécurité sociale qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros d'accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme et compagnie. Ça a un coût pour les entreprises avec un turnover permanent. Ça a un coût aussi et surtout pour la société dans son ensemble avec des pans entiers qui sont paralysés, désorganisés. Aujourd'hui, par exemple, c'est tout le médico-social. On pourrait dire quasiment de la naissance à la mort, c'est-à-dire de la crèche jusqu'à l'EHPAD avec les auxiliaires de vie. On a là des secteurs entiers qui sont désorganisés à cause de ce mal-travail, à cause de, tu vois, quand j'entends parler pour les auxiliaires de vie de l'attractivité du métier,
Mais le souci, ce n'est pas d'attirer des nouvelles personnes pour devenir auxiliaires de vie. C'est que quand elles deviennent auxiliaires de vie, elles le restent. Or, 9 sur 10 partent, non pas parce qu'elles n'aiment pas leur métier, elles disent qu'elles ont la vocation pour ça, mais 9 sur 10 partent à cause des horaires, à cause du salaire, à cause de l'organisation, à cause du mal de dos. Elles partent à cause de ça. Même l'hôpital, les infirmières qui vont y rester entre 5 et 10 ans et qui y restent de moins en moins longtemps parce qu'elles en sont usées pour ensuite soit aller exercer en libéral, soit changer de métier alors qu'elles ont été formées. Quel gâchis gigantesque pour la société. Pourquoi on laisse faire ce mal travail? C'est pas n'importe qui. C'est les ministres, c'est le gouvernement, c'est les présidents qui ne mènent aucune action contre ce mal travail. Gabriel Attal n'en dit pas un mot dans son discours de politique générale et les promesses de Borne-Macron d'un nouveau pacte de la vie au travail, ça s'est évaporé, on n'en entend plus parler. Pourquoi on laisse faire alors que finalement ça sème le désordre dans le pays? Parce que ça rapporte, et ça rapporte gros à quelques-uns. C'est sur ce mal-travail, c'est sur ce travail délocalisé, c'est sur ce travail maltraité, c'est sur ce travail humilié, c'est sur cette cadence renforcée qu'il y a des dividendes qui prospèrent maintenant depuis des décennies. On a triplé dans le pays, il faut quand même le rappeler, c'est le paysage économique, c'est cette part des dividendes qui a triplé dans le pays depuis les années 80. Ce sont les Échos, donc la presse patronale, qui s'étonnent, eux-mêmes sont stupéfaits. Cette année, on a battu les records de dividendes qu'on avait déjà battus l'an dernier. Au niveau mondial, c'est plus 5%, mais la France, elle fait plus 13,5%. Ces dividendes, ils ne fleurissent pas spontanément, naturellement. Ils sont là parce que de l'autre côté, il y a un mal-travail voulu, un mal-travail organisé. Et évidemment, sortir de ce mal-travail, on va en venir aux solutions, sortir de ce mal-travail, c'est réorganiser le travail. Donc ça veut dire qu'on ne laisse plus le patronat, on ne laisse plus les actionnaire, on ne laisse plus les managers faire comme ils veulent à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est l'État, ce sont les syndicats, ce sont les salariés qui remettent leur nez. Donc qu'est-ce qu'on a comme solution? Bon, il y a des trucs classiques, mais qu'il s'agit de faire. Augmenter le nombre de préventeurs, augmenter la médecine du travail, augmenter l'inspection du travail. Le retour des comités d'hygiène et de sécurité, les CHSCT, qui servaient de garde-fous quand même dans les entreprises, mais aussi, je l'ai proposé en 2018, tu vois, ça fait 6 ans, comme quoi il y a de la suite dans les idées, que les troubles psychiques soient reconnus comme maladies professionnelles, parce que les RPS, les risques psychosociaux, d'après tous les observateurs, c'est l'amiante d'aujourd'hui, c'est une épidémie. Donc tout ça, oui, mais je crois que le gros progrès qu'on aura à faire, le gros progrès que doit porter la gauche, c'est quoi? C'est l'entrée de la démocratie dans l'entreprise. Tu sais, c'est Jean Jaurès qui disait « La Révolution a fait des Français des rois dans la cité, mais les a laissés serfs dans l'entreprise ». Je pense que, bon, d'abord, on est très loin d'être des rois dans la cité, mais l'objectif, ça devrait être d'être citoyen partout. Citoyen dans la cité, citoyen dans l'entreprise. Or, quand on franchit la porte de l'entreprise, on devient salarié, subordonné, et sans espace de démocratie. Il faut faire rentrer la démocratie donc par le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1/3 de salariés au conseil d'administration des entreprises. Là aujourd'hui, quand il y a des salariés, ils sont 2, ils se regardent en chien de faïence, ils ont un peu peur de ce qu'ils vont pouvoir dire, ils sont comme sur un espèce de trapentin timide. Bon, si tu en mets 1/3, ils peuvent parler franc et davantage peser sur l'organisation de l'entreprise. Première chose, la démocratie par le haut, mais aussi la démocratie par le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les bureaux, dans les ateliers, il faut que les salariés puissent se réunir, on pose une demi-journée par mois, puissent se réunir sans la direction, sans l'encadrement, mais à discuter de comment s'organise le travail, comment il est pressurisé, comment ils veulent en sortir, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, et qui portent ça avec la conscience de mon côté, la confiance que la reprise de parole est aussi une reprise de pouvoir. Et que, en fait, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça qu'on ne parle pas du mal-travail. Parce que déjà, partager les richesses, tu vois comment ils ont du mal, ils ont des oursins dans les poches quand même. Même quand l'industrie agroalimentaire fait 49% de marge, que jamais elle a eu ça, elle a du mal à en lâcher pour les paysans, elle a du mal à en lâcher pour ses ouvriers. Tiens, puisque je suis sur l'industrie agroalimentaire, te dire ce qui est le continent du mal-travail. Un ancien directeur qui a depuis quitté ce secteur parce qu'en fait il en était écœuré, raconte comment des dirigeants de l'agroalimentaire
discutent entre eux et se disent, bon d'accord, on crée des TMS, c'est des troubles musculo-squelettiques, à répétition par exemple dans les abattoirs, parce que c'est toujours les mêmes gestes, et on sait qu'à 50 ans, le salarié les cuit, et leur réflexion c'est de se dire, bon, il faut qu'on trouve une autre industrie derrière pour reprendre nos salariés qui sont broyés et pour utiliser d'autres muscles. Tu vois un peu le... Ben non, il faut de la prévention. Comment on fait pour encadrer le métier et qu'il n'y ait pas des cadences comme ça à débiter de la viande tous azimuts. Bon, ça c'était une parenthèse, du coup il faut que je sorte de ma parenthèse moi. Déjà, partage des richesses, ils ont du mal à lâcher, mais alors le partage du pouvoir, t'imagines. Or, si on veut lutter contre le mal-travail, il faut un partage du pouvoir. Il faut qu'on fasse entrer d'autres acteurs qui ont voix au chapitre à l'intérieur de l'entreprise. Tu sais, déjà au 19e siècle, c'était une grande bataille. Ça y est, c'est parti dans le délire, parce que tout ça, c'est pas dans le bouquin. Mais enfin, la première loi était sur le travail des enfants, la fin du travail des enfants. C'était voulu par l'État parce qu'on se rendait compte qu'on aurait des soldats qui seraient en très mauvaise santé, et pour aller batailler, ça serait bien compliqué, vu comment ça broyait les enfants, comment on avait des enfants qui étaient mal nourris, squelettiques, usés trop tôt. Et donc, il y a le rapport Villermé, qui était un médecin militaire, un humaniste par ailleurs, et le grand débat à l'époque, pour les députés de droite, comme pour les entrepreneurs, c'est de se dire, bon sang, le travail des enfants, d'abord, ça assure notre compétitivité. Tu vois, déjà, c'était le mot. Toujours la compétitivité. On ne va plus être concurrentiel avec l'Angleterre si on interdit le travail des enfants, premièrement. Mais deuxièmement, si on commence à laisser rentrer l'État, là, avec des inspecteurs du travail, ça allait être l'invention des inspecteurs du travail dans la foulée, pour venir y vérifier ce qui se passe dans nos usines, ils commencent par mettre un pied, mais où est-ce qu'on va arriver? Et c'est la même question qui se pose aujourd'hui. C'est l'entrée finalement d'un tiers, que ça ne soit pas le patronat qui puisse être seul décideur à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense que sur cette démocratie par le haut, par le bas, cette lutte contre le mal-travail, on a une fenêtre d'opportunité aujourd'hui. On a une fenêtre d'opportunité déjà parce que quand on va dans les boîtes, on entend quand même beaucoup moins cette phrase qui a installé la peur dans les cœurs, qui n'est pas chassé aujourd'hui, mais enfin on entend beaucoup moins ce « si t'es pas content, il y en a 1000 qui attendent à la porte ». Et ensuite, on a un choc démographique à affronter. Alors, il va y avoir moins 8% de salariés dans les prochaines décennies, alors qu'en face, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées dont il faudra s'occuper. Si on maltraite les salariés, si ils quittent le monde du travail, s'ils sont broyés, s'ils sont épuisés, on ne va pas y arriver. Mais c'est encore pire sur le choc climatique. Le choc climatique qui réclame du travail, qui réclame qu'on transforme nos logements. Ce sont les 5 millions de passoires thermiques à isoler, qui transforment nos déplacements. C'est les trains, marchandises comme personnes à remettre sur les rails. C'est une transformation de notre industrie, de notre énergie, des ateliers de réparation. Moi, je plaide pour un par quartier, un par canton. Tout ça, c'est du travail, c'est une masse de travail. On ne peut pas y arriver avec un travail qui est des salariés, des Français, qui sont humiliés, qui sont écrasés, qui y vont en traînant les pieds. On pourra réussir cette transformation de la société que si on a un travail qui est partie prenante, que si on a des salariés qui ont le cœur à l'ouvrage, tu vois, qui ont une fierté de leur travail, qui sentent qu'ils sont en train d'accomplir une mission pour leur pays, pour la planète, et qu'ils en sont récompensés en termes de valeur spirituelle et de valeur matérielle. Valeur matérielle, c'est le salaire. Valeur spirituelle, c'est, je dis, on devrait, la gauche, mais le gouvernement, on devrait réussir ce qu'a fait le Parti communiste pour les mineurs ou pour les métallos de l'après-guerre en disant c'est vous qui reconstruisez le pays. Aujourd'hui, pour les caristes, pour les auxiliaires de vie, pour les soignants, pour les enseignants, on devrait dire c'est vous qui tenez le pays debout. Et tu vois, même avant la crise sur les retraites, j'avais fait une tournée autour de mon bouquin d'avant. Ah ouais, c'est vrai que je suis un peu graphomane. Je vous écris du front de la Somme. Et je me souviens d'ouvriers qui fabriquaient des porte-fenêtres et qui me disaient on ne vient plus que pour le salaire. Ça veut dire qu'avant, ils venaient pour autre chose que pour le salaire. Ils venaient pour la fierté. Ils venaient parce qu'ils avaient le sentiment de bien faire leur travail, de fabriquer des beaux objets. Et après, comme tout avait été standardisé, repris par, je ne sais plus trop, mais des fonds d'investissement qu'on leur faisait faire, ils trouvaient de la merde. Ils disaient comme ça. Et donc, tu vois, ça avait chassé leur fierté du travail bien fait. Mais encore pire, quand on a de l'humain et que ce n'est pas des porte-fenêtres, mais qu'on a des patients en face de soi. Florine, infirmière, qui était rentrée dans le métier par vocation, appelée à ça, pour soigner les gens. Et voyant que tout ce qu'on lui demandait, c'était de faire des actes,
eh ben, en était sortie dégoûtée. Elle avait préféré travailler ensuite chez Leroy Merlin ou maintenant ouvrir une pizzeria plutôt que d'être dans le soin parce que ça ne correspondait pas à son amour du métier. Et donc pour les salariés, enfin, c'est pas seulement pour les salariés, c'est pour toute la société. On ne parviendra pas à la stabiliser, on ne parviendra pas à la transformer si on ne remet pas ce cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, c'est l'un des regrets. Le titre « Le cœur à l'ouvrage » m'est venu qu'après. Maintenant, c'est mal travaillé, le choix des élites. Enfin, c'est un regret mesuré parce qu'on m'a dit qu'en même temps, c'était le titre d'un bouquin de Michel Rocard. Donc bon, comme je ne tiens pas à me rocardiser plus que ça, les caissières, par exemple, elles avaient une fierté de leur travail. Parce que c'était finalement pour elles un métier de lien, de discuter avec la personne âgée qui venait acheter sa baguette de pain tous les matins, mais aussi d'échanger avec leurs collègues d'une caisse à l'autre. Et puis à un moment, on leur a dit non, ça sera bam, sourire, bonjour, au revoir, merci. Et puis ensuite, ça sera bam plus, sourire, bonjour, au revoir, merci, est-ce que vous avez la carte de fidélité? Et finalement, ça a réduit leur métier à un process et ça a produit de l'écœurement. Et ce qui fait qu'on les a robotisés avant maintenant de les remplacer par des caisses automatiques alors qu'il y avait une fierté du métier. Mais toujours dans les supermarchés, tu vois, les gens qui mettaient en rayon, il y en avait un qui s'occupait du rayon lessive et puis il y en a un autre qui s'occupait du rayon boisson et avec veiller à ce que les bouteilles soient bien alignées, veiller à ce qu'il n'y ait pas de vide. Et donc, ils se chargeaient de tout. Est-ce qu'il fallait faire des nouvelles commandes? Et ils géraient leurs rayons. Et ça leur donnait une fierté de bien gérer leurs rayons. Maintenant, ça se transforme là, c'est en ce moment, parce qu'on leur demande non plus de gérer leurs rayons, mais de gérer, il y en a un qui va venir remplir tous les rayons au même moment. Il y en a un autre qui doit gérer les commandes toute la journée. Et finalement, cette hyper spécialisation, et non plus d'être responsable d'un rayon, participe à éliminer de la fierté d'un métier, y compris, tu vois, dans les hypermarchés. J'ai dit choc démographique, j'ai dit choc climatique, et puis il y a un choc démocratique. Qui est lequel? C'est que ce mal-travail, qui l'attaque? Il attaque ce que les sociologues appellent la classe moyenne inférieure, les ouvriers, employés, mais qui font une stabilité de la société. Si tu viens les déstabiliser, c'est la démocratie que tu déstabilises. Tu vois, et là, il y a des tas de sociologues, Luc Rouban, politiste, Bruno Palier, on s'appuie beaucoup sur le bouquin Que sait-on du travail, Paulus Wagner, son collègue, Alain Supiot, juriste du travail, qui tous viennent dire quoi? Ils viennent dire attention, parce que le ressentiment dans l'entreprise, quand on a l'impression d'être écrasé, d'être humilié à l'intérieur de l'entreprise, ça rejaillit en ressentiment public. C'est quoi? En fait, c'est un grand moteur de votre Rassemblement national que ce mal-travail, ce mal-être au travail, ce mépris du travail, cette humiliation au travail, tu vois. Et donc, moi, je sais que dans un coin comme le mien, le Front National s'est installé par le travail. C'est un travail par le travail méprisé, par le travail délocalisé, par l'angoisse de perdre son travail, par l'inquiétude de quel travail vont trouver mes enfants. Et je sais qu'on ne parviendra à chasser l'extrême droite que dans un coin comme le mien, toujours, que par le travail, par un travail qui assure stabilité et sécurité aux Français. Donc c'est un enjeu politique, c'est un enjeu démocratique que ce mal-travail. Et c'est d'autant plus pour nous une chance, je vais dire, qu'au fond, le Rassemblement national est nul sur le travail. Il ne dit rien sur le travail, sur la question de l'intérim, sur la question des auto-entrepreneurs, mais même sur la question des salaires et l'indexation sur l'inflation. Ils n'ont rien à dire. Donc on a pour nous un boulevard, là, qu'il s'agit d'occuper, dont on peut se saisir. Et le RN et Marine Le Pen, quand tu leur parles déjà de partage des richesses, il n'y a plus grand monde. Mais alors si tu leur parles de partage du pouvoir dans l'entreprise, là c'est sûr qu'il n'y aura pas de concurrence. On n'aura pas à se bagarrer contre eux. Jamais ils ne viendront sur ce terrain-là. Donc voilà, je pense qu'on a un boulevard à occuper, que c'est quelque chose qui angoisse, qui tenaille les entrailles de la société française et qu'il s'agit aujourd'hui à la gauche de porter dans la lignée d'un Jaurès qui disait que la Révolution a fait des Français des rois dans la cité, mais les a laissés serre dans l'entreprise. Bon, je ne suis pas sûr qu'on soit des rois dans la cité, très 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 loin de là, mais il s'agit d'avoir quoi? Il s'agit de faire des citoyens dans l'entreprise et des citoyens dans la cité. Et avec ce mot d'ordre que la gauche doit porter très simplement, les Français doivent vivre leur travail, ils doivent bien en vivre, et non pas en survivre, et surtout aussi, ils doivent bien le vivre. Voilà ma prépa pour France Inter demain matin.
Bon, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que ce sera moins brouillon et nettement plus court.